la 13e émission dans la série réalisée par Radio Zinzine avec l'équipe d'InfoGM, aujourd'hui avec Denis Meshaka et Éric Meunier, sur des entreprises qu'on ne connaît pas. Allô, est-ce que Denis et Eric, vous êtes là? Oui, bonjour. Ah, parfait. Bonjour. Super. Donc, salut Denis et Eric. Si j'ai bien compris, cette fois-ci, vous voudriez parler de certaines entreprises qui ont un rôle dans la question des OGM, mais c'est des entreprises qu'on ne connaît pas très bien. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça nous a paru intéressant d'aborder ce sujet. Donc, des entreprises qu'on ne connaît pas, qui des fois sont créées sur la base de projets de recherche publics, mais qui développent des technologies des fois assez innovantes dans le concept, mais qui restent des outils de biotechnologie pure. Même si beaucoup de ces entreprises présentent leurs projets, leurs produits comme proches ou respectueux de la nature, et utilisent en fait dans une visée assez marketing une panoplie de termes comme biosolutions, biofongicides, ou même des technologies qui qualifient comme des technologies qui vont sauver la planète, littéralement. Voilà, donc que je voulais faire rapidement en préambule, c'est dire qu'il y a des entreprises qui sont issues de la recherche publique et d'autres pas. Donc moi, je vous donnerai comme exemple une entreprise qui a suivi un parcours de ce type-là. Et puis Eric déclinera d'autres exemples d'entreprises qui n'ont pas forcément suivi ce chemin, mais qui ont été créées pour faire rêver les investisseurs, avec des projets très innovants, plein de promesses, mais qui posent quand même des questions sanitaires et éthiques. Voilà, donc est-ce que, Nick, tu penses que je déroule déjà un petit peu la dynamique de création de ces entreprises qu'on appelle start-up ou spin-off? Oui, tout à fait. Juste, je vais te dire que quand mon micro est monté ici dans le studio, ça a l'air d'augmenter un tout petit peu les larcènes. Donc, c'est pas un problème. De temps en temps, je vais quand même pouvoir parler et évoquer, faire des questions. Mais ça va être un tout petit peu moins fluide peut-être que d'habitude. En tout cas, vas-y, tu fais dérouler un peu comme tu sens la présentation de ce genre d'entreprise. Et Eric, voilà, vous partagez la parole. Et si j'ai des questions, je vais les poser. Ok. Donc très rapidement, le processus de création d'une start-up ou de spin-off, c'est plus quelque chose qui va être créé sur un projet unique, une invention unique, qui n'est pas forcément du domaine public. On va parler de spin-off quand c'est un projet qui va émaner d'un projet public, universitaire, donc de la recherche académique. Donc dans ce processus, on va, dans le domaine des biotech, en fait, on va se retrouver, donc on va parler plutôt d'agriculture, parce qu'un OGM ne parle pas que de végétaux d'agriculture, mais on est quand même depuis quelque temps beaucoup autour de ces problématiques. Donc l'agriculture, en fait, c'est un domaine aujourd'hui où la biotechnologie intervient énormément. On a beaucoup parlé de ciseaux génétiques. Un des exemples français de création d'entreprises sur la base de technologies comme ça, c'est une entreprise qui a été créée sur la base d'un projet de recherche. Et ce projet, il a été créé dans un contexte où il y a eu, à l'époque, c'était en 99, il y a eu une loi sur l'innovation et la recherche qui a permis d'encourager ce genre de projet, de création de spin-off, qui favorise les collaborations entre chercheurs et entreprises. À l'époque aussi, il y avait un code de la propriété intellectuelle bien établi dans le domaine des biotech, comment les innovations pouvaient être protégées d'un point de vue de la propriété intellectuelle et valorisées.
Il y avait aussi à l'époque un certain nombre de programmes de transfert de technologie. Donc les transferts de technologie, c'est des programmes qui sont portés par des cellules publiques universitaires, comme ça s'appelait à l'époque, ça s'appelle toujours INSERM Transfert pour le côté médical, ou il y a le CNRS aussi, CNRS Innovation, qui sont des cellules de valorisation, donc des inventions qui émanent du secteur public. Tout ça était inspiré de ce qu'on appelle le Bayh-Dole Act, qui dans les années 80 a été créé aux États-Unis pour justement permettre aux chercheurs et aux institutions de conserver leurs droits de brevet, leurs droits intellectuels, même si à la base c'était des projets qui étaient financés par le public. Donc c'est ce genre de structure dans le parcours, donc elle bénéficie à un moment donné de ce qu'on appelle des incubateurs ou d'accélérateurs, c'est-à-dire qu'ils sont hébergés dans des structures qui peuvent être publiques ou semi-publiques pour que leur projet soit boosté, leur projet de développement soit boosté. Le relais est pris ensuite par des fonds de capital risque, donc c'est souvent des filiales bancaires qui vont aider ces projets à se développer, et on aboutira à une boîte plus ou moins solide avec des capitaux plus ou moins solides. Et donc en résumé, en fait, on a cette découverte scientifique. L'Institut public décide de déposer un brevet. Donc ce brevet ensuite, si les chercheurs veulent faire un projet de création de société, donc c'est évalué, ce brevet, ces droits de propriété intellectuelle sont évalués, sont validés, et on décide à un moment donné de créer cette société, donc qui émanera, une société, donc une spin-off, qui émanera de ce projet de recherche publique. Et ensuite, donc, les financeurs arriveront avec un certain nombre de millions, parce qu'on parle vraiment de millions d'euros, pour rentrer dans le capital de cette société. Dernière chose, il faut savoir que le taux de réussite, donc dans le domaine de biotech, donc pour un investisseur qui dit là je vais miser dans cette société, il se plante en fait 95% du temps. Donc c'est des investisseurs qui vont décider de mettre beaucoup d'argent. Il faut qu'ils aient un retour sur investissement immense parce qu'ils se plantent dans 95% des cas. Donc dans les 5% des cas, il faut qu'il y ait un retour sur investissement conséquent pour compenser les pertes qu'ils subissent lors d'investissements ratés. Voilà, donc moi ce que je voulais vous dire en introduction, et je vous donnerai, je pense plutôt tout à l'heure en fin d'émission, un exemple d'une société française qui a suivi ce chemin, mais je propose peut-être que Eric enchaîne. Oui, bien sûr. L'autre entreprise qu'on connaît pas dans le dossier OGM, c'est pas une start-up ou une spin-off comme Denis l'a expliqué, même si ces entreprises occupent une grosse place, parce qu'on observe aussi que les start-up, les spin-off ont quand même rempli un rôle en termes de prise de risque pour développer des technologies que les multinationales, elles, ne prennent pas. Par contre, une fois que les start-up ou spin-off ont réussi à gagner des parts de marché suffisamment importantes ou avoir un portefeuille de brevets suffisamment important, elles peuvent être un peu mangées, entre guillemets, par des multinationales qui sont, elles, plus évidemment solides. Mais dans le domaine des entreprises qu'on ne connaît pas ou très peu dans le dossier OGM et qui influent, on a déjà évoqué cette entreprise danoise Novozymes lors de l'émission sur les micro-organismes, où on faisait part des premières informations qui remontaient dans ce domaine-là, tout ce qui relève des micro-organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire des bactéries, levures, virus ou autres. Et en fait, cette entreprise, Novozymes, a fait parler d'elle en début d'année parce que dans le cadre de fusion de filiales qu'elle a, c'est-à-dire la Novo Nordisk Foundation et Novo Nordisk, qui elle est une filiale qui intervient dans le domaine de la médecine, tout en utilisant les micro-organismes génétiquement modifiés, le Novozymes a créé l'entreprise qui s'appelle Novonesis, qui est donc une entreprise danoise fraîchement créée et qui a déjà ou va avoir un poids dans le dossier OGM assez phénoménal, dans le sens, et on le verra plus tard dans l'émission, parce qu'on va aussi aborder les produits OGM qu'on ne connaît pas, en plus des entreprises qu'on ne connaît pas dans le domaine. Mais en fait, Novonesis est une entreprise qui est vouée à utiliser et commercialiser plein de micro-organismes génétiquement modifiés, soit en fermenteur
pour produire des molécules qu'ils affirment utiles et dont l'objectif est de remplacer les molécules de la chimie, soient directement disséminées dans l'environnement. Et les exemples, par exemple, de molécules qui peuvent être utilisées en remplacement des molécules de la chimie pour une filière agroalimentaire, ça va être produire des molécules qui servent d'engrais, des molécules qui servent de pesticides, des additifs alimentaires, ça on l'a déjà vu. Ils prétendent aussi pouvoir produire des solvants, des lessives, des bioplastiques. Et puis évidemment, une grosse part de marché va être tout ce qui concerne les agrocarburants, agrodiesel, peu importe le terme, obtenu par des micro-organismes. Et un domaine qu'on connaît très très peu encore, pour lequel InfoGM espère se pencher dessus un peu plus, mais c'est beaucoup plus flou, c'est tout le domaine médical, avec la production de médicaments et des micro-organismes génétiquement modifiés pour produire soit directement des médicaments, soit pour être utilisés comme prébiotiques ou probiotiques. Voilà, on voulait juste attirer l'attention sur cette entreprise danoise, Novozymes ou Novonesis maintenant, très méconnue du grand public. InfoGM, jusque l'année dernière ou il y a 2 ans, on la connaissait pas encore. Mais en fait, on parle d'une multinationale qui a un poids énorme à l'international dans le domaine des micro-organismes et des micro-organismes génétiquement modifiés. Et si les auditeurs se rappellent bien, on a déjà expliqué que toute la procédure qui est en cours pour obtenir la déréglementation des OGM va être demandée, et elle est même d'ores et déjà demandée par certains pro-OGM, et Novonesis fait partie de ces acteurs qui pèsent énormément pour obtenir la déréglementation, c'est-à-dire plus d'autorisation de commercialisation à avoir, plus d'évaluation de risque, plus d'étiquetage pour ces OGM, ces micro-organismes génétiquement modifiés. Il se trouve que c'est une multinationale danoise et le calendrier européen fait que au 1er juillet 2025 jusqu'au 31 2025, c'est le Danemark qui présidera l'Union européenne. Donc voilà, on voulait un peu attirer l'attention sur cette entreprise dès maintenant parce qu'en 2025, elle va avoir un poids vraiment très très important dans le dossier. Voilà, juste une petite question, enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est une sorte de commentaire, mais ça me frappe ce que vous racontez sur le risque et que 95% des tentatives ne marchent pas et il faut compter sur les 5% qui marchent. Il semble que c'est quelque chose d'assez généralisé dans le domaine des OGM. Je veux dire, par exemple, on a vu qu'il y a énormément de cultures où ça ne marche pas. Or, je sais pas, moi, je connais pas trop bien, mais le maïs ou le coton, ça a l'air de marcher bien. Donc là, on fait le jackpot, quoi, sur 2-3 cultures, tout en quelque part regrettant, sans doute, mais en constatant que on n'arrive pas à faire avancer sur une multitude d'autres cultures qui, finalement, ils n'ont pas réussi, quoi. Donc, ce que vous racontez là, quelque part, ça semble continuer, ou c'est un peu le même phénomène que il y a beaucoup d'investissements énormes, souvent qui, finalement, n'arrivent pas à vraiment produire quelque chose d'utilisable. Oui, non, mais juste pour un petit peu rectifier, moi ce que je disais, c'est qu'il y avait 95% des investisseurs dans le domaine des biotech en général qui se plantaient sur les projets. Et dans les 5% des projets réussis, il fallait que le retour sur investissement soit le maximum possible. Donc, mais c'est vrai que ce modèle, en fait, peut se trouver, Eric le confirmera peut-être pas, je ne sais pas, à l'échelle des OGM. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ratent. Peut-être la plupart ratent. Denis, juste un instant. Un produit réussi. Denis, tu m'entends? Oui. Ouais, je sais pas. La qualité du son de ton téléphone ou je sais pas quoi, ce n'est pas très bonne. Je sais pas si tu peux te déplacer peut-être, ou c'est un portable, j'imagine, mais en tout cas, c'est pas extraordinaire. Ouais, j'ai pas bougé, mais c'est peut-être le réseau qui a bougé. Moi, j'ai pas bougé. Non. Après, Nick, par rapport à ce que tu disais, en effet, je crois il faut garder en tête que toutes ces entreprises, start-up, spin-off ou autres, qui sont montées, elles sont montées sur des projets. Et en fait, elles reposent sur des techniques de modification génétique, des techniques, par exemple, on le
verra plus tard aujourd'hui, qui associe aussi l'intelligence artificielle, la numérisation des génomes ou autres. Mais en fait, elle repose sur tout un ensemble de techniques et d'outils qui, et ça il faut vraiment le garder en tête, on l'a répété dans plusieurs émissions, qui ne sont pas maîtrisés par les techniciens de ces entreprises dans leur aboutissement. Les produits finaux, la capacité sûre à obtenir un produit final intéressant commercialement et qui marche n'est absolument pas maîtrisée. Mais eux, dans leur modèle, ce qui importe, j'ai envie de dire de manière caricaturale, c'est pas tant que le nouveau produit marche mieux que les précédents. Ce qui importe, c'est que sur base de promesses, il puisse être développé dans le cadre d'un projet qui est financé directement ou indirectement par des financements publics. Comme ça, toute la partie coût est prise en charge par la collectivité. Et quand ça marche, c'est des bénéfices qui sont associés à ces nouveaux produits, même s'ils marchent pas mieux que les anciens. Eux sont des bénéfices qui sont privatisés. L'exemple du coton est parfait. En fait, le coton transgénique BT que Monsanto a développé marchait moins bien que le coton non transgénique. Quand il était mis en culture en Afrique de l'Ouest, il avait une fibre qui était de moindre qualité ou autre. Mais peu importe, en fait, la force de frappe commerciale, la capacité d'une entreprise à inonder un marché peut souvent venir pallier des défauts ou des manquements de ces produits. Donc le fait qu'un produit marche n'est pas forcément l'objectif premier. L'objectif premier est vraiment, certains économistes l'expliqueraient mieux qu'InfoGM, vraiment la captation de financement public pour développer des produits qui, eux, quand ils rapportent des bénéfices, pourront être des bénéfices qui seront privatisés. Oui, c'est une sorte de cynisme incroyable, quoi, en fait. En tout cas, c'est comme ça que le système fonctionne assez souvent, oui. Peut-être vous continuez à évoquer ce phénomène des entreprises que vous, à InfoGM, essayez petit à petit à faire connaître plus publiquement, quoi. Je peux donner un exemple d'entreprise, oui. Donc on a une entreprise française qui s'appelle Micropep, basée à Toulouse. Donc c'est un projet qui émane du CNRS, qui est le Centre national de recherche scientifique. C'est une vieille institution française. Donc c'est un projet qui a donné naissance à des produits qu'on appelle des micropeptides. C'est des petites protéines, toutes petites, auxquelles on donne la propriété d'être fongicide ou herbicide. Alors le micropep, qui, comme beaucoup de sociétés aujourd'hui, disent qu'elle développe des produits respectueux de l'environnement ou proches de la nature. Donc micropep appelle ça des biofongicides ou des bioherbicides. Sauf que ces produits, ils sont destinés à être aspergés dans les champs, parce qu'ils doivent pénétrer les feuilles, ils doivent pénétrer les sols. Sont des produits qui contrôlent des structures cellulaires qu'on appelle des micro-ARN. Donc ces micro-ARN sont des éléments qui contrôlent l'expression des gènes dans les cellules. Donc indirectement, ces produits qui se disent proches, inoffensifs, contrôlent, donc ce n'est pas des OGM, on est d'accord, parce que ce n'est pas des organismes génétiquement modifiés, mais ils interviennent finalement dans l'expression des gènes des organismes ou des plantes, mais aussi des micro-organismes, vu que c'est des fongicides, donc c'est des champignons unicellulaires dans le sol, notamment. Donc cette spin-off toulousaine a quand même levé 23 millions d'euros depuis 2016 pour développer ces micro-protéines. Et Micropep a aussi développé une plateforme, en fait, parce que tout ça se fait par des outils informatiques. Alors, je sais plus, ils appellent ça de l'intelligence artificielle. En tout cas, ils utilisent des algorithmes qui sélectionnent quelques centaines de micropeptides, qui vont les tester après et qui vont sortir avec quelques micropeptides avec des fonctions particulières que j'évoquais tout à l'heure. Alors, ces produits ne sont pas aujourd'hui autorisés en Europe. Cette société toulousaine a eu une sorte d'agrément aux États-Unis
pour utiliser commercialement, asperger dans l'environnement, disséminer ces produits. En Europe, ils espèrent avoir un agrément d'ici 2030, sauf que c'est un peu plus compliqué en fait d'obtenir l'autorisation pour des produits issus de biotech en Europe. Enfin, peut-être que les choses évoluent, mais en tout cas, on sait que les États-Unis, historiquement, sont toujours un petit peu pionniers pour accueillir ces technologies innovantes en matière de biotech. C'est le cas des EGM en tout cas. Donc voilà, ces produits sont aux portes de l'Europe. Alors peut-être qu'on les aura en 2030 dans nos champs. Mais pour finir juste sur cette société, c'est un exemple assez emblématique de ce qui se passe aujourd'hui, de la façon dont ces produits sont présentés aux autorités, mais aussi au grand public. C'est des produits inoffensifs, proches de la nature. Et cette société Micropep, sur son site internet, présente vraiment ces micropeptides comme là pour sauver la planète. C'est un côté un peu risible en fait. Voilà, moi ça me laisse assez perplexe. Voilà, c'était l'exemple de Micropep. Eric, je te laisse la parole. Mais en fait, pour poursuivre, on a vu avec Micropep, comme vient de l'expliquer Denis, donc l'exemple d'une nouvelle entreprise qu'on connaissait pas, qui arrive sur le marché avec un nouveau produit. Et en fait, cette vague de nouveaux produits qui sont encore à l'état de promesse, dont très très peu bénéficient d'autorisation de commercialisation. Par contre, ils sont très nombreux à être promus par les multinationales ou des startups. Et la promotion de ces nouveaux produits qu'on va voir, avec des projets vraiment du plus basique au plus fou, on va dire, ou en tout cas inimaginable. Tous ces nouveaux produits remplissent aussi une autre fonction qui est une fonction de lobbying au niveau politique, parce que depuis quelque temps, on est quand même rentré dans une période où les multinationales veulent se débarrasser d'un maximum de législation, que ce soit sur, on l'a vu en France là en début d'année, que ce soit sur les législations qui visent l'encadrement de l'utilisation de produits chimiques en agriculture, que ce soit la législation sur les OGM qui impose un étiquetage, mais aussi à l'international, ils veulent absolument se débarrasser des législations qui encadrent l'utilisation des organismes vivants qui composent la biodiversité. Ils ne veulent plus avoir d'autorisation à obtenir, ils ne veulent plus avoir à partager les bénéfices, ils ne veulent plus avoir à être dans l'obligation de tracer leurs produits et de les étiqueter. Et donc, on a vu récemment à InfoGM, en s'intéressant au domaine non plus des plantes, mais des bactéries, des levures, des virus génétiquement modifiés, en s'intéressant au domaine de la biologie de synthèse, tout un ensemble de produits et de projets qui sont assez divers et variés, j'allais dire, mais enfin qui pour certains font vraiment un peu froid dans le dos. Et puis des projets complètement inattendus. Donc par exemple, à la suite de Micropep, il y a une petite entreprise luxembourgeoise, qui s'appelle Moolec, qui a dans son capital la participation d'une entreprise française, Bioceres, qui est connue pour avoir obtenu la première autorisation dans le monde pour un blé transgénique. C'était en Argentine. Bon voilà, Moolec vient d'obtenir aux États-Unis, par exemple, une autorisation de commercialiser un soja transgénique qu'ils ont modifié pour lui faire produire des protéines de porc, l'animal le porc. Donc ils l'appellent le piggy soy, le soja cochon. Et par exemple, la promesse de ce produit, c'est pour occuper le marché des substituts de viande, qui aujourd'hui peut être occupé par tous les produits qui sont faits notamment à base de tofu, comme substitut de viande. Bon voilà, Moolec, eux, ils ont mis au point un soja transgénique qui vient d'être autorisé aux États-Unis pour produire des protéines de porc. Et comme ça, la protéine animale, ça n'est pas que de la viande en tant que telle, parce que c'est du soja en majorité. Et puis ça a un petit peu la couleur de la viande de porc. Ils ont également en projet la modification génétique de petits pois pour leur faire produire une protéine bovine, donc de vache, qui est une protéine qui donne la couleur rouge à la viande. Et donc là, pareil, on est dans le domaine des produits substituts de viande en tant que tel.
Eric, juste pour comprendre, est-ce que c'est juste que ça change de couleur ou est-ce que ça apporte plus de protéines et donc ils vont essayer de vendre ça comme un véritable alternatif à la viande, quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a un grand marché petit à petit de les végans, végétariens et compagnie, quoi. Eh ben, en fait, ça peut, dans le cadre de projets, ça peut être là juste pour changer la couleur. Ça, c'est les petits pois qui produisent la protéine de vache qui donne la couleur rouge de la viande, en plus de l'hémoglobine, évidemment. Mais c'est à rapprocher aussi d'un vieux dossier qui est en cours d'autorisation dans l'Union européenne de modification d'une levure pour qu'elle produise de la leg-hémoglobine, donc c'est-à-dire une molécule de type hémoglobine et qui est commercialisée pour être mise dans des burgers végétariens au Canada ou aux États-Unis où ils sont vendus et qui donne la couleur rouge au steak végétal. Et puis dans le cas du soja cochon, là c'est vraiment pour produire la protéine animale, des protéines animales directement, mais sans manger de viande en tant que telle dans son ensemble. Donc en fait, vous mangez des protéines de porc, mais sans manger du porc. Donc c'est ce que tu dis, on est vraiment dans le marché qui grossit d'année en année de substituts de viande. Et c'est des produits qui sont déjà promus comme des alternatives à l'élevage industriel et à tous les ravages sur l'environnement et la santé que peut avoir l'élevage industriel. J'ai juste une petite question pour revenir un petit peu en arrière. Enfin, c'est aussi Martina qui a la technique qui a demandé ce que Denis expliquait avant. Il y avait ces cultures aux États-Unis qui ont été aspergées avec ce nouveau produit en quelque sorte. Est-ce qu'il y a déjà des résultats? Qu'est-ce que ça donne? Quelles conséquences, quoi? Alors, je pourrais pas répondre à cette question parce que je sais pas la réponse, tout simplement. D'accord. Ce que je sais, c'est qu'il y a une phase commerciale qui a été entamée aux États-Unis en 2022. Ça veut dire qu'ils vendent ces produits. Est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. Ils sont encore dans un parcours réglementaire intermédiaire, en fait, parce que apparemment, ils auront une homologation finale, complète, en 2026. Ces produits, ils ne sont plus encadrés par des essais, ils peuvent être allés dans l'environnement, mais l'homologation finale aura lieu dans quelques années, et à ce moment-là, on saura si c'est quelque chose qui est vendu, qui est apprécié et qui fonctionne à grande échelle, oui. D'accord. Peut-être on revient à Eric, si tu veux peut-être poursuivre ton explication. Mais oui. Avant de passer au domaine des bactéries, levures, virus ou autres, il y avait un dernier exemple de produits de nouvel type de modification génétique dans le domaine végétal. Jusqu'à maintenant, toutes les modifications génétiques qui ont été opérées par les multinationales pour donner des OGM étaient des modifications génétiques qui étaient intégrées dans des variétés qu'on peut qualifier d'industrielles, c'est-à-dire dans tous les hybrides F1 ou autres, parce que les multinationales voulaient apporter une nouvelle caractéristique, classiquement une tolérance à un herbicide ou des résistances à des insectes, à des variétés de plantes qu'ils commercialisent déjà. Et les entreprises commercialisent uniquement des variétés très homogènes, très stables, très distinctes, souvent celles qu'on appelle les hybrides F1, et donc des variétés industrielles. Et paradoxalement, certains projets montrent que cette industrialisation de l'agriculture a eu comme conséquence sur les 50 dernières années de perdre beaucoup de caractéristiques des plants sauvages. Tous ceux qui suivent le domaine des semences paysannes ou autres connaissent ça par cœur et bien mieux que InfoGM. Mais il y a beaucoup de variétés de tomates, de blé, maïs ou autres, sauvages ou en tout cas paysannes, qui ont naturellement, parce qu'elles ont été sélectionnées pour ça, des capacités de tolérance à la sécheresse, à la chaleur, à tel type de pathogène ou autre. Et en fait, en normalisant les variétés, les plantes pour pouvoir alimenter une agriculture industrielle, les entreprises semencières multinationales ont normalisé ces plantes et ont perdu beaucoup de caractéristiques qu'elles aimeraient bien pouvoir récupérer aujourd'hui. Et donc, une nouvelle approche qui est vraiment complètement nouvelle dans le domaine des modifications génétiques de plantes, c'est ce qu'on appelle la domestication de novo. Alors, de novo, donc l'expression latine, on va dire, où en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne modifient pas génétiquement des variétés industrielles, entre guillemets,
mais ils cherchent à modifier des variétés sauvages. Et par exemple, le dernier exemple qu'on a vu en suivant le dossier de ce qu'ils appellent la biologie de synthèse, c'est des chercheurs qui repartent d'une tomate sauvage qui a comme caractéristique d'avoir une résistance naturelle à plusieurs pathogènes qui font mal au maraîchage industriel et une certaine tolérance à un manque d'eau, ce qui devient de plus en plus le cas d'année en année. Et ils ont modifié génétiquement cette variété par transgénèse pour augmenter les rendements de cette variété sauvage. J'insiste, c'est pas une variété industrielle. Et ça, voilà, dans le domaine végétal, c'est un nouveau domaine qu'on commence à observer, qui commence à apparaître, et ce qu'on appelle la domestication de novo. Voilà, comme ça, les auditeurs ne seront pas étonnés si dans les mois qui viennent ou années qui viennent, ils entendent parler de cette expression qui finalement marque deux aspects assez importants. D'une part, ça valide indirectement le discours de tous les promoteurs des semences paysannes qui expliquent que les semences paysannes sont dotées de énormément de caractéristiques que les semences industrielles n'ont plus parce qu'elles ont perdu, parce que les multinationales ont toujours contesté, mais finalement le projet de domestication de novo montre que les promoteurs des semences paysannes avaient raison là-dessus. Mais pour autant de rester dans le même modèle en modifiant génétiquement par transgénèse ces variétés sauvages entre guillemets. Voilà, oui. C'était avant de passer aux bactéries, levures ou virus, c'était le dernier exemple de nouveaux produits à venir qu'on voulait aborder. Mais Eric, il y a juste une chose que ça me rend un peu perplexe, mais peut-être je n'ai pas tout à fait compris. Mais quand tu parles de tomates sauvages, je veux dire, il y a les tomates industrielles, c'est clair, mais il y a les semences paysannes, des semences heritage seeds, comme on dit en anglais, ou je sais pas quoi, mais il y a des semences qui ne sont pas industrielles, qui ont été cultivées depuis des années, des générations par des agriculteurs, des paysans, etc. Ouais. Et est-ce que c'est ça dont tu parles quand tu parles de tomates sauvages, ou c'est carrément d'aller dans le domaine sauvage et des plantes tout à fait à l'origine, j'imagine, de la mise en place d'une tomate qui est plus productive probablement que le tomate sauvage? En fait, c'est vrai que l'expression, je me rends compte, est un peu ambiguë. Et en fait, on peut imaginer que c'est les deux. Pourquoi on peut imaginer que c'est les deux? Parce que aujourd'hui, le projet dont je vous parle, il est présenté comme modifiant génétiquement des tomates vraiment sauvages, c'est-à-dire qui n'ont pas été sélectionnées par la paysannerie. Mais pour autant, on sait qu'il y a eu des modifications en cours des règles de commercialisation dans l'Union européenne des variétés hétérogènes, qui correspondent un peu aux variétés paysannes. Et effectivement, dans l'expression variété sauvage, les variétés paysannes rentrent très très probablement dans ce champ-là. Toutes les variétés hétérogènes, toute la paysannerie, tous ceux qui font encore des semences paysannes, ont dans leur champ ou dans leur potager des variétés qui ne sont pas utilisées par les industries et qui ont des caractéristiques que l'industrie aimerait bien pouvoir réutiliser aujourd'hui. Et donc voilà, on a déjà vu comment d'un point de vue juridique, avec la numérisation et la déréglementation des OGM, les multinationales cherchent à pouvoir mettre la main sur l'ensemble des variétés, qu'elles soient homogènes, hétérogènes, industrielles, paysannes ou autres, avec l'outil des brevets ou d'autres, et on se rend compte qu'avec l'outil technique, elles essayent également de mener la même stratégie, de pouvoir toucher le maximum de variétés possibles, quoi. Oui, j'aurais encore une question un peu liée peut-être, mais quand on regarde l'attitude envers les semences, disons plus paysannes en Europe ou aux États-Unis dans les dernières années, enfin les derniers 20-30 ans, j'ai quand même un peu l'impression qu'il y a une attitude différente aux États-Unis qui est intrigante quelque part parce que c'est très libéral. En fait, il y a beaucoup moins de contraintes pour des personnes, pour des boîtes un peu style Cocopelli ou autres, mais qui font des semences plutôt paysannes, quoi, des semences, des variétés plus anciennes, population, etc. Et il y a un grand libéralisme. Les OGM, on peut faire ce qu'on veut, en quelque sorte. Mais
Mais ça me semble que ça indique que les entreprises qui font des OGM sont quand même intéressées par cette, en anglais on dit héritage, quoi, enfin ce patrimoine de variétés plus anciennes qui ont été développées pendant des générations par des paysans, tandis qu'en Europe il y avait, en fait c'était beaucoup plus répressif envers les semences paysannes, enfin avec le catalogue, c'était très très réglementé. Donc, ce que tu dis là, ça a l'air de dire qu'il y a une sorte de reconnaissance. On reconnaît que dans cette énorme richesse de variétés paysannes, anciennes, ou on l'appelle comme on veut, mais il y a une espèce de vraiment un vivier, ou enfin quelque chose où on peut vraiment chercher des choses qui peuvent être très utiles, mais également dans le domaine OGM. En tout cas, il y a un aspect important dans ce que tu dis, Nick, c'est que quand on parle à des gens, des paysans qui s'intéressent à l'historique des semences, ils disent tous la même chose, et c'est une chose qui est très évidente, c'est que tout ce que l'industrie aujourd'hui exploite en termes de traits, je parle de l'industrie, je ne parle pas uniquement des OGM, je parle des grands semenciers historiques, tous ces traits sont des traits qui émanent du travail paysans depuis des décades, depuis des siècles. Hein. Donc toute cette information dont tu parles est exploitée aujourd'hui par l'industrie, et elle émane du travail des paysans. Le paradoxe ou la profonde injustice dans cette histoire, c'est que toutes ces connaissances qui ont été développées, enrichies par la paysannerie depuis des siècles, sont récupérées aujourd'hui par l'industrie et sont verrouillées, parce que ces traits qui étaient des traits, on va dire, phénotypiques, c'est-à-dire des visuels invisibles sur les plantes, c'est des traits qui ont été, pour beaucoup aujourd'hui, les principaux en tout cas, verrouillés par des brevets qui sont souvent d'une telle portée qu'ils couvrent des éléments qu'on appelle les gènes natifs. On a déjà évoqué ça une ou deux fois dans les émissions. Donc voilà, moi, quand je t'entends dire ça, moi, je vois cette espèce de retour de bâton. En fait, il ne faut pas appeler ça un retour de bâton. En fait, c'est juste une injustice vis-à-vis des paysans qui ont, eux, développé toutes ces connaissances, récupérées aujourd'hui par l'industrie et verrouillées avec l'outil brevet d'une manière telle qu'aujourd'hui, on rentre dans une phase où ces obtenteurs, ces personnes qui développent, qui croient, qui sélectionnent des plants pour faire ressortir des traits intéressants, aujourd'hui sont menacés, voire poursuivis sur la base de droits de brevet. On a encore eu très récemment un cas aux États-Unis sur lequel on travaille de cette fameuse tomate violette. Il y a aussi le maïs hollandais, je crois, dont j'ai parlé résistant au froid, dont j'ai parlé à la dernière émission. Voilà tout ce que m'évoque ce que tu dis. Eric, tu veux ajouter autre chose ? Oui, juste sur cette question-là, je crois que l'équation, elle est finalement assez simple. Les multinationales, et c'est pas un comportement qui est propre au domaine agroalimentaire, mais que nous, on observe assez clairement dans le domaine agroalimentaire, les multinationales, pour devenir multinationales, on a vu en début d'émission qu'un des fonctionnements, c'est la captation de financements publics pour couvrir les coûts auxquels elles font face, tout en privatisant les bénéfices qu'elles en tirent et en refusant de les partager de plus en plus avec des États ou des communautés autochtones qui pourtant devraient se voir reverser une partie des bénéfices. Et puis l'autre aspect, c'est que c'est des entreprises qui ont besoin de matières premières et qui, du fait de leur pratique depuis 40 ou 50 ans, elles ont des banques de gènes, des banques de semences énormes, mais elles continuent d'avoir absolument besoin d'accès à la biodiversité, d'accès à la biodiversité paysanne, cultivée, ou la biodiversité sauvage, pour pouvoir continuer à prétendre sortir de nouveaux produits, obtenir de nouveaux brevets. Donc elles ont fondamentalement ce besoin d'un accès gratuit, libre aux matières premières, à tel point que même dans le monde de la société civile, les acteurs paysans, par exemple à l'international, aujourd'hui ne défendent plus la biodiversité comme étant un patrimoine commun d'humanité auquel il faut avoir un accès libre, parce que patrimoine commun d'humanité et accès libre veut dire accès libre aux multinationales qui, comme disait Denis, derrière ont les techniques ou les outils juridiques pour verrouiller cet accès.
Donc voilà, c'est une réalité du développement économique de ces entreprises. C'est la captation de fonds publics et le renouvellement permanent des matières premières avec lesquelles elles doivent travailler et un renouvellement qu'elles veulent gratuit et libre d'accès. Oui, mais c'est aussi, il me semble, une sorte de force de frappe ou une puissance économique de ces multinationales, parce que comme vous avez dit au début de l'émission, il y a tous ces startups qui commencent à faire des trucs, enfin des choses intéressantes éventuellement, et une fois qu'une multinationale voit qu'un startup a vraiment percé quelque part, a développé quelque chose de nouveau et intéressant, ben voilà, on le mange, on le bouffe. Et c'est un peu la même chose par rapport aux paysans. Enfin, laisse faire un peu enfin, il y a des gens comme Tom Wagner et plein d'autres gens qui ont fait des choses extraordinaires pour créer des nouvelles variétés de tomates ou je sais pas quoi. Tant mieux. Et après, une fois qu'on voit qu'il y a un intérêt commercial, boum, on peut les manger. C'est ça, exactement. C'est le fonctionnement général. D'accord, alors maintenant on approche petit à petit la fin de l'émission, mais je ne sais pas si vous avez maintenant d'autres sortes de conclusions ou d'autres éléments que vous voudrez apporter. En termes d'autres éléments, alors il faudra peut-être prévoir une autre émission pour parler des nouveaux types de bactéries, de virus, insectes ou autres qui se font, parce qu'on avait prévu de parler de tout ça aujourd'hui en première information, mais là on n'a plus du tout le temps. Par contre, on voulait quand même attirer l'attention sur tout le domaine de la biologie de synthèse. Je vais quand même donner 2-3 exemples de produits qui sont en cours de développement, ce qui encore une fois ne veut pas dire qu'ils seront jamais commercialisés ou même qu'ils seront commercialisés un jour. Il y a assez peu de produits en développement qui finissent par être commercialisés, mais tout le domaine de la biologie de synthèse fait aujourd'hui l'objet d'énormément de discussions à l'international. Quand on parle de biologie de synthèse, aujourd'hui tout le monde est clair, on parle d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés. Il n'y a rien de différent, mais pourquoi à l'international on parle de biologie de synthèse, les multinationales ont poussé ça? C'est que quand vous voulez changer les règles d'un jeu, le plus simple, c'est de commencer par changer le nom du jeu ou changer le nom des pions ou des pièces qui composent le jeu. Donc depuis une quinzaine d'années, les multinationales veulent changer les règles du jeu des organismes génétiquement modifiés. Donc, elles changent le nom, elles ne parlent plus d'OGM. Alors, en Europe, avec la déréglementation, on a bien vu que la Commission européenne avait adopté l'expression d'édition du génome ou de nouvelles techniques génomiques poussées par les multinationales pour ne plus parler d'OGM et aboutir à une proposition de déréglementation. Au niveau sémantique, on va dire à l'international, le terme de biologie de synthèse paraît être voué à répondre à la même stratégie. Depuis une quinzaine d'années maintenant, les États discutent de biologie de synthèse depuis 2010. Aujourd'hui, en 2024, après 15 ans ou 14 ans de discussion, il n'y a toujours pas, par exemple, de définition officielle de ce qu'est la biologie de synthèse. Les contours sont très difficiles à cerner et donc les réunions qui ont lieu sur le sujet, et puis il y en a une pendant qu'on se parle là justement, qui a lieu à Nairobi au Kenya, repose sur des documents qui listent des exemples de ce qui peut être obtenu par biologie de synthèse. Les experts qui produisent ces exemples sont très clairs. On parle d'OGM obtenus par biologie de synthèse et pas uniquement d'OGM, mais on parle d'OGM. Et dans les exemples qui sont donnés, nous, on va faire un article à InfoGN qui devrait sortir la semaine prochaine. Il y avait deux types d'exemples qu'on voulait partager. Bon, alors, il y a évidemment l'exemple des insectes génétiquement modifiés, que ce soit les insectes modifiés par transgénèse pour être stériles. Alors ça, c'est dans le cadre du contrôle de la dissémination de maladies, comme le paludisme par exemple. L'objectif est de modifier les insectes par transgénèse pour qu'ils soient stériles, et donc qui dit moins d'insectes, dit moins de maladies. Bon, avec toutes les dénonciations de l'aberration de ce type de projets qui ont eu lieu, parce que vous touchez des populations sauvages, vous touchez des chaînes alimentaires, vous touchez une aberration d'avoir des solutions technologiques à tout va. Mais bon, les projets existent toujours et ils sont rangés dans la catégorie de biologie de synthèse.
Et puis vous avez les projets de forçage génétique qui, eux, sont des projets qui peuvent remplir les mêmes objectifs, mais l'idée, c'est que quand vous faites des insectes transgéniques, vous forcez les transgènes à être présents dans 100% de la descendance des insectes. Donc là, c'est vraiment une invasion complète des populations sauvages par les transgènes. Donc ça, c'est des projets qui ont toujours cours. Et puis voilà, le dernier domaine, mais qui, avec les virus génétiquement modifiés, il faudra vraiment prévoir une autre émission potentiellement là-dessus. C'est le domaine un peu le plus inattendu, voire le plus délirant. C'est ce qu'ils appellent le développement de xénobactéries. Alors, bactéries, parce qu'ils travaillent principalement avec des bactéries, et xéno, en référence à la notion étranger, parce que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des molécules, ils créent des bactéries qui n'ont aucun moyen d'exister naturellement. On ne parle pas de bactéries complètement inventées. En fait, par exemple, ils peuvent modifier le génome des bactéries de manière à ce que ce génome-là, qui, si les auditeurs se rappellent, bon, les génomes, c'est une molécule d'ADN qui est composée de 4 types de lettres ou de perles. Dans la nature, sur Terre, il n'y a que 4 lettres de base qui constituent l'ADN, le génome des êtres vivants. Et ben, chimiquement, en laboratoire, des chercheurs ont produit une 5e type de lettre qui peut rentrer dans l'ADN, un 6e type de lettre. Et donc maintenant, ils créent des xénobactéries, c'est-à-dire des bactéries dont le génome, au lieu d'être composé naturellement de 4 lettres, eh ben, il contient 6 lettres différentes. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, le terme xénobactérie est là pour expliquer qu'en fait, la nature n'a aucun moyen de produire ces bactéries, et les chercheurs n'ont aucun moyen de savoir, parce qu'il y a des projets de dissémination dans l'environnement à terme, les chercheurs ou les entreprises n'ont aucun moyen de savoir quels seront les impacts sur la santé, sur l'environnement, sur tous les écosystèmes de ces objets créés complètement artificiellement en laboratoire avec un code de la vie complètement différent une fois qu'ils seront disséminés dans l'environnement. Le deuxième volet, c'est de faire la même chose, mais non pas au niveau de l'ADN, mais au niveau des protéines. Les protéines, c'est comme l'ADN, c'est comme des grands colliers avec cette fois non pas 4 lettres de base, mais il y a 20 lettres de base qui peuvent constituer les protéines et qui existent naturellement. Voilà, les chercheurs ont créé un 21e, 22e, 23e type de lettres de base pour constituer les protéines qui ne sont synthétisées nulle part naturellement dans l'environnement par aucun organisme. Et donc voilà, on parle de xéno-ADN, xénoprotéines, et qui sont intégrées dans des bactéries qui sont par définition génétiquement modifiées, mais même complètement inventées, et avec des projets de chercheurs qui aimeraient bien pouvoir commercialiser et disséminer dans l'environnement ces produits, parce que telle xénoprotéine peut avoir une action insecticide, telle xénoprotéine peut avoir une action herbicide, ou telle xénobactérie peut avoir une action, dans le cadre de la grande famille de ce qu'on appelle le biocontrôle, c'est-à-dire le contrôle biotechnologique des pathogènes, peut-être infecter et tuer des populations de ravageurs sur des cultures ou autres. Donc voilà, ça c'est un peu l'exemple le plus extrême, la xénobiologie ou les xénobactéries qui font partie de la biologie de synthèse et qui sont vraiment l'archétype de ce qui se fait aujourd'hui en laboratoire, c'est-à-dire la fusion des techniques de modification génétique, des techniques de nanotechnologie, des techniques d'intelligence artificielle, des techniques neuronales aussi, tout ce qu'on appelait le bang, mais qui est vraiment beaucoup plus poussé maintenant, et qui servit au monde politique pour expliquer que il faudrait bien une nouvelle législation pour encadrer ces produits qui ne poseront pas de problème et qui est une nouvelle législation qui est vouée à remplacer potentiellement à terme la législation sur les OGM. Voilà ce que InfoGM est en train d'observer et qu'on va renseigner dans les semaines à venir dans les articles, parce que c'est un mouvement qui est assez impressionnant à observer de l'extérieur. Parfois, je me dis, il faudrait peut-être changer le nom de cette émission, le titre, quelque chose comme la danse macabre des apprentis sorciers, ou enfin, je sais pas, hein, c'est juste impressionnant, quoi. Et en même temps, je me dis, je me plains, enfin un peu les politiques même qui peuvent être parfois même de bonne volonté, parfois peut-être moins, mais je veux dire.
comment arriver à comprendre ces trucs-là. Et j'imagine que c'est vendu avec des magnifiques arguments, que ça va résoudre le problème de sécheresse ou d'autres questions. Voilà, c'est... Mais après, il y a quand même certaines prises de conscience, notamment, je pense, par exemple, il y a beaucoup de gens, même dans le monde politique, qui soulèvent les questions de bioterrorisme, par exemple, parce que dans le cadre de la biologie de synthèse, avec toutes les bases de données d'ADN numérisées, enregistrées dans des ordinateurs, quand c'est des génomes de virus, par exemple, à l'international, ils discutent aussi de tout le domaine de la biologie de synthèse qui vise à recréer des virus qui ont disparu en effectuant une synthèse chimique de leur génome et en partant des génomes qui ont été historiquement retrouvés, séquencés et enregistrés dans des ordinateurs. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses sur lesquelles beaucoup de politiques sont en train un peu de tirer le signal d'alarme dans les réunions en disant là, on a des problèmes de biosécurité potentiels énormes parce que si ça tombe dans les mains de n'importe qui. Mais pour autant, ils ne freinent pas ce type de projet. Au contraire, ils appellent à une numérisation encore plus poussée de tous les organismes vivants qu'on observe sur Terre et tout. Donc la dynamique est lancée, quoi. Oui, c'est un peu ce qu'on a aussi évoqué dans l'émission sur les gains de fonction. C'est juste... C'est exactement ça. Pour des gens comme nous, on n'arrive pas à comprendre déjà que des gens voudraient faire des choses pareilles, que des politiques ou autres, ils peuvent accepter qu'on fasse des choses pareilles, mais bon, voilà. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Infogem essaye de renseigner. Ouais, bon, mais en tout cas, merci pour tout ce travail. On va répéter, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, donc le site, c'est tout simple, infogm.org. Et comme d'habitude, on va dire que s'il y a des auditrices, auditeurs qui voudraient soutenir votre travail, c'est super parce que ça coûte quand même et c'est très important que ça puisse continuer. Et voilà, sur ce site, vous trouvez tous ces articles sur des sujets. J'ai l'impression à chaque émission, c'est de plus en plus dingue, mais c'est comme ça. Mais vous êtes là tous les jours là-dedans. C'est bien résumé. Très bien. Mais merci Denis et Eric et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Oui, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. C'était la 13e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, réalisée par Radio Zinzine avec l'équipe d'InfoGM. Et donc la 13e émission sur ces entreprises qu'on connaît guère, qu'on connaît mal. Merci à Denis Meshaka et Eric Meunier.